toutes et à tous. À SIDA Info Service, un coordinateur est une coordinatrice comme les autres. Et l'autre point, c'est aussi pour but d'équilibrer un peu le sexe ratio, qui est assez mauvais sur cette première séquence. Il est beaucoup plus équilibré sur la deuxième séquence, c'est plutôt pas mal. Donc pareil, de l'émotion évidemment, un certain sentiment de vertige, parce que quand on se recule, on se retourne sur ses 30 ans professionnels, bah, ça fait un petit peu drôle. Et effectivement, j'ai choisi à dessein de reprendre ces termes incompréhensibles, mais qui parlent effectivement dans notre histoire, de la PTL à la PADS, de deux sigles peu clairs pour chacun, pour beaucoup d'entre vous. Et donc, Michel l'a rappelé, la PTL, c'est cette permanence téléphonique issue des services de aide, qui a été créée effectivement dans les premières années, dans l'urgence, où tout a été inventé par des personnes effectivement qui ont créé ces services, qui en ont inventé le cadre, le fonctionnement, les règles. Dans l'urgence de l'épidémie, on se demande encore comment ils ont pu faire ça aussi vite et aussi bien, et de façon aussi pertinente, quand on se retourne et qu'on voit ça. Et donc, la PADS, c'est ce sigle, ce concept de service de prévention et d'aide à distance en santé qui caractérise un peu tous ces services, où aujourd'hui, il n'y a plus seulement le téléphone, mais d'autres canaux. Et c'est de montrer un petit peu comment, en 30 ans, ce service qui s'est inventé avec pas grand-chose, quelques téléphones et beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'intelligence, a pu devenir un service professionnel qui, effectivement, propose une réponse aussi organisée. Quand je regarde, effectivement, SIDA Info Service a eu 30 ans l'année dernière, et on a préparé ça dès 2019. Et le truc qu'on n'a pas prévu, c'est qu'on aurait une nouvelle épidémie sur les bras pour les 30 ans de l'association. Ça, pour fêter, entre guillemets, un anniversaire, c'était assez inattendu. Donc on a été confinés. La peste de Camus est redevenue un best-seller dans les meilleures littératures. Et en fait, Camus nous dit, il y a sur cette terre des fléaux et des victimes. Et il faut, autant qu'il est possible, refuser d'être avec le fléau. Quand on connaît Pierre, qui était un littéraire, et qui disait qu'il y a toujours, par rapport à notre histoire, par rapport à ce qui se joue, un texte quelque part qui va nous aider à réfléchir, à penser ce qui nous arrive, à prendre de la hauteur et de la distance, Camus sert à ça. Et vous dites, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Camus ? C'est quand même relativement étrange. Comment pourrait-on être du côté du virus qui tue, etc. C'est impossible. Il y a quelque chose, effectivement, d'un peu incompréhensible. Comment peut-on être du côté du fléau quand il s'agit d'un virus? Et en fait, c'est oublier ce que c'est qu'une épidémie. Et le coronavirus nous l'a rappelé. C'est-à-dire c'est un fait social total, comme le dit Daniel Defer, c'est-à-dire un fait qui impacte l'ensemble de la société. C'est à la fois une pandémie qui touche une société, une pandémie qui touche le monde entier, et c'est tout ce que ça provoque d'incrédulité, un virus chinois, la sidération, l'angoisse, la panique, les incertitudes médicales et scientifiques, les controverses, les conflits, l'absence de réponse, la désorganisation sociale, les difficultés à organiser des réponses à l'épidémie, pas de masque, pas de vaccin, on ne sait pas très bien comment faire. C'est la désorganisation sociale, c'est la précarité, l'isolement, le rejet, la stigmatisation des populations touchées ou menacées, c'est la tentation du contrôle social, voire l'exercice du contrôle social, si j'arrive pas à me relire, ça va être compliqué, c'est la maladie, c'est la mort. Et donc on a dit, c'est une épidémie, c'est une guerre. Une épidémie, c'est pas une guerre, mais c'est un désastre. Et effectivement, cette nouvelle épidémie, qui n'a rien à voir, bien évidemment, et ça a été dit, elle nous a simplement resitué dans ce qu'a été le VIH, voilà, le fameux cancer gay, qui a laissé effectivement tout le monde sidéré face à quelque chose qui semblait inimaginable dans une société post-pasteurienne qui avait dit, de toute façon, les maladies infectieuses ne sont plus des maladies de notre temps, ou en tout cas de nos sociétés. Donc, effectivement, il est difficile de ne pas être du côté du fléau si on n'a pas un cadre éthique fort qui soutient son action et qui permet de la penser. Parce qu'assez vite, on peut se tromper. On est contre le virus, mais finalement, on est aussi du côté du fléau quand on n'agit pas effectivement de façon cohérente. Et c'est vraiment frappant de se dire que dans ces années critiques de l'épidémie, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont inventé ces réponses à l'épidémie, qu'on crée en peu de temps l'ensemble des dispositifs, des moyens, ou les ont suggérés pour que ce soit mis en place par l'État. Et ça a été effectivement, ça a été rappelé principalement au sein de AIDE. Face à la maladie grave, la plupart du temps, chacun fait preuve de courage. Mais ce qui est plus rare, c'est d'avoir des gens qui élèvent leur destin au-dessus de leur destin personnel, qui l'inscrivent dans quelque chose, dans un combat plus collectif. Il y a Daniel Defer, évidemment, qui a fait de son drame personnel et a créé AIDE. Je pense à Arnaud Marty-Lavozelle, qui pour moi est quelqu'un qui a effectivement vraiment pensé l'action de AIDE à un moment, effectivement, il fallait la réinventer. Il y a Pierre, évidemment, Pierre Knepp. Et quand vous vous retrouvez confronté à réfléchir à une nouvelle épidémie, vous dites, mais comment il aurait géré le truc, Pierre? Comment il aurait pensé? Comment il aurait réfléchi?
Et quand vous le connaissiez, vous dites qu'il y aurait eu une peur panique d'un nouvel virus, parce qu'il était totalement phobique des maladies. Il y aurait eu probablement énormément de fascination pour ce qui se touchait la société, parce qu'il était extrêmement curieux des faits sociaux, de ce qui traverse une société à un moment ou à un autre. Et il y aurait probablement beaucoup d'inventivité sur ce qu'il aurait fallu mettre pour effectivement éviter que la société se désagrège, qu'on se tape dessus, et que les gens effectivement les plus menacés et touchés par cette épidémie soient touchés. C'est exactement comme ça que s'est pensée la permanence téléphonique, comment s'est construite cette réponse à l'épidémie. Alors excusez-moi pour cette digression un peu longue. Diapo suivante. Voilà, ça a démarré comme ça. Alors déjà, on a toujours eu des soucis avec la com, on a toujours critiqué notre com. Un fœtus sur un poste téléphonique, disait-on à l'époque. Voilà. Vous en souvenez, les vieux, là? Un numéro à 8 chiffres. N'oubliez pas que quand on a créé Sida Info Service, c'était un numéro à 8 chiffres. Et effectivement, une création conjointe, un curieux objet hybride, qui était la rencontre, une espèce de joint venture entre une association militante qui avait pensé le service et l'Agence française de lutte contre le sida qui disait « moi j'ai besoin d'un dispositif grand public ». Et Sida Info Service est créé, c'est un peu notre péché originel, ça a été créé dans une rencontre entre service public et volonté associative, ce qui fait qu'on est un objet un peu curieux et un peu hybride, mais pas si peu pertinent, et qu'on se définit finalement moins comme une institution que comme un service d'intérêt général. C'est un petit peu ça qui nous caractérise. Une création effectivement pour un an, temporaire, tout le monde était en CDDI, ça n'avait pas vocation à durer. Et au bout d'un an, quand il a fallu effectivement prolonger les contrats, tout le monde s'est dit mais est-ce que c'est pertinent? Et puis est-ce que c'est voilà, est-ce qu'on peut inscrire ce service dans la durée? Nous, on souhaite que ça s'arrête. Effectivement, on ne pensait pas qu'on en prenait pour 30 ans. Comment on le résume, ce service? Vous avez beau tourner autour, vous revenez effectivement là-dessus. Écouter, informer, orienter, soutenir et témoigner. Ça reste effectivement ce qui nous caractérise le plus. Et avec ce souci qu'il ne s'agit pas d'activités séparées, mais bien d'activités intégrées, dans lesquelles l'écoute, c'est la gestion des émotions, c'est permettre effectivement à la personne de les exprimer, c'est de transmettre de l'information, de permettre à la personne de la comprendre, de s'adapter à des niveaux de langage, de l'accompagner, de la contextualiser. C'est effectivement proposer des adresses, comme le rappelle Michel Borelli, bah oui, y a-t-il un médecin, y a-t-il un service pour me prendre en charge? C'est soutenir, parce que oui, parfois il n'y a pas grand-chose à faire, ou il n'y avait pas franchement grand-chose à faire, sinon restituer à la personne du lien et son humanité à travers l'appel qu'elle passait à Sida Info Service. Et témoigner, qui était vraiment le truc cher à Pierre et qui reste effectivement d'actualité aujourd'hui, en restituer ce que l'on entend, permettre effectivement de prendre en compte ce que la réalité de l'épidémie fait aux gens et fait à la société et comment on peut, à travers ça, témoigner sur les besoins des populations, sur la façon de faire évoluer la réponse. Diapo suivante. Alors, impossible de résumer tout ce qu'on a fait. Voilà. C'est parce que ça a été des années d'un foisonnement absolument invraisemblable, où à partir du premier numéro vert principal, tous les manques se sont montrés. Donc on a créé assez vite Sida Info Droit parce que la question des droits juridiques, sociaux, de la protection des personnes était essentielle. On a monté Écoute Santé parce que soudainement la DGS a dit c'est pas mal, j'ai un service téléphonique, ça marche bien sur le VIH. Il se trouve juste que là j'ai une épidémie de peste en Inde avec des gens qui reviennent d'Inde, il se serait bien de monter un dispositif. On a effectivement créé Ligne de Vie parce que Pierre avait dit c'est embêtant, les gens rappellent et ils ont l'impression de jamais tomber sur le même interlocuteur, il va peut-être falloir les accompagner dans la durée. Donc Ligne de Vie est devenue Sida Info Plus, et en tout cas continue à proposer. Et puis des réponses plus spécialisées. VIH Info Soignant, on l'a rappelé, parce que ça reste une pathologie et il y a des compétences médicales. La ligne 6, qui répondait en prison et au milieu carcéral. Depuis, le Sida Info Service est devenu un numéro humanitaire et tous les prisonniers peuvent nous joindre. La ligne Azur, parce que les questions d'orientation et d'identité sexuelle n'avait rien à faire sur une ligne sur le sida, et en tout cas on ne pouvait pas réduire des jeunes hommes qui s'interrogeaient sur l'orientation sexuelle à faire un lien entre leur orientation sexuelle et le VIH. Il fallait effectivement le créer. Là encore, des militants nous ont aidés à penser ces services et à les créer, à la fois parce que ça résonnait, c'était d'excellents professionnels, et parce que ça résonnait avec leur histoire personnelle. Il me reste 10 minutes, je pense qu'on va dépasser. Voilà. Donc, depuis ces services, voilà, créer Hépatite Info Service, droit des malades, info IVG contraception, notamment avec le planning plus récemment, on a effectivement beaucoup diversifié nos dispositifs. Diapo suivante. Et puis, c'est aussi une adaptation constante pendant 30 ans aux réalités de l'épidémie, qui a bougé avec les premiers traitements et leurs insuffisances, avec des effets indésirables terribles, avec des échecs thérapeutiques, avec des événements qui ont été marquants, le retrait de l'Imutuol qui a conduit à la création du TRT5,
l'arrêt de l'essai Concorde, qui soudainement montrait qu'il y avait le bénéfice de la ZT. Et puis plus tard, effectivement, la création du traitement d'urgence, la révolution des thérapies, avec effectivement leurs limites durant les premières années. Cette période étrange où on a parlé de deuil du deuil, où des gens qui s'attendaient à mourir ne mouraient plus, ils disaient qu'est-ce que je refais de cette vie qui s'offre à moi, quel sens je lui donne. Et puis tout ce qui effectivement montre aujourd'hui que pourquoi on a formé des écoutants en 2 week-ends avant de les mettre derrière des téléphones en 90, et pourquoi aujourd'hui il faut 6 mois pour former un écoutant. Parce que c'est à la fois une quantité de connaissances absolument invraisemblable, c'est des aspects relationnels complexes, et vous le connaissez mieux, c'est oui le traitement d'urgence, le traitement des femmes enceintes, c'est le TASP, c'est les TROD, c'est les autotests, c'est la PrEP. Tout ça, il a fallu s'adapter, il a fallu étoffer nos outils et les compléter. Voilà. Diapo suivante. Voilà, parce que globalement, je me suis dit, je vais oublier des trucs. Parce qu'on a fait tellement de diversification au cours de ces années, on a mené de nouveaux services, mené des actions de terrain, développé le travail en réseau, monté des partenariats à l'international. On a fait des tentatives pour dire, tiens, on va créer un service formation. Bon, c'était un peu moyen. On a développé des actions internationales avec des lignes partenaires en Afrique subsaharienne, et c'était pertinent, parce que ces gens faisaient effectivement le même métier que nous, avec des moyens tout à fait dérisoires. Il y a eu la création du 190, ça nous a coûté cher, mais c'est une expérimentation qui a démontré effectivement une proof of concept du centre de santé sexuelle communautaire, et aujourd'hui, effectivement, il aide en ouvre à travers tout le territoire. Il y a eu des actions de promotion, des interventions de terrain, on a eu des préservatifs géants, on a expérimenté des trucs comme tout traduire en langue des signes pour les personnes sourdes. Voilà, 30 ans, 20 minutes, c'est mission impossible. Vous avez tous les détails sur l'expo qui est très bien faite. Et surtout, notre documentaliste historique a terminé son travail en transférant tout le fonds documentaire de SIS au Archives national. Maintenant, c'est entre les mains des chercheurs et des historiens qui vont se pencher sur ce matériau et espérons qu'ils en feront quelque chose. Si j'ai mis cette citation de Sepúlveda, c'est d'abord parce qu'effectivement, rappeler que les épidémies, ça tue monsieur tout le monde, ça tue aussi des créateurs, ça les fait disparaître. Il est mort du Covid début 2020. Et je me suis dit, oui, il y a des trucs que je vais oublier, et on me pardonnera, puis il y a des trucs qu'il vaut mieux oublier. Ça n'a pas été une histoire simple, si d'Infoservice. Hein. C'est aussi des années compliquées parce qu'on a eu des difficultés financières, il y a eu des diversifications parfois hasardeuses, des restructurations douloureuses, des collègues qu'on a licenciés et qui n'avaient pourtant pas démérité, et ça nous a laissé à tous quand même un certain traumatisme. Ce sont des relations compliquées avec les services de l'État, il faut le dire, parce que quand la FLS a disparu, plus personne ne savait où était notre budget. Quand l'État a créé l'INPES, personne ne savait comment le million de la CNAM allait rejoindre l'INPES, mais il nous manquait 1 million pour fonctionner. Et puis on a eu des visites de la Cour des comptes et des IGAS, et c'est assez inconfortable, parce qu'ils épluchent les comptes, et puis ils disent vous pourriez fonctionner mieux. Alors je le dis d'autant plus volontiers qu'on est dans une période plutôt face avec les services de l'État, ou en tout cas où il y a un partenariat, il y a de la confiance et des relations constructives, mais on peut le dire, ça n'a jamais été effectivement une histoire simple. Aujourd'hui, on ne va pas oublier les collègues qui sont absents pour des raisons de santé. Donc on a une pensée pour elles. Elles n'ont pas pu venir ou ils n'ont pas pu venir. En ce moment, le téléphone sonne à SIDA Infoservice. On fait il y a des collègues qui ne sont pas là et qui sont derrière le téléphone pour continuer à travailler. On ne les oublie pas. Puis c'est des collègues disparus du sida ou d'autres pathologies. Et là encore, quand on est devant le mémorial et qu'on découvre un nom d'un ancien collègue dont on ignorait la disparition, ça reste effectivement une émotion et en tout cas, ça reste un souvenir intact dans nos mémoires. Et en tout cas, si on passe... oui, merci, diapo suivante, merci beaucoup. Ce qui se passe finalement, ce qui a résumé ces 20 dernières années, c'est que notre métier a été complètement bouleversé par la technologie. Voilà. On n'a pas changé profondément de métier, enfin de mission, mais par contre, tout ce qui s'est passé sur Internet ou avec le fait que tout le monde maintenant a un téléphone dans sa poche, ça a modifié fondamentalement notre boulot. Donc c'est la numérisation des applications et des services, la multiplication des canaux d'échange, on répond par mail, par live chat, on est sur les réseaux sociaux. On est devenu ce que les décideurs appellent un centre de contact multicanal. C'est bien comme ça veut juste dire qu'un écoutant, il peut avoir 5 ou 6 lignes de téléphone qui sonnent sur son téléphone, un coup sida, un coup hépatite, un coup autre chose. Il répond à des chats entre 2 appels, et puis il va répondre à des mails quand il a fini les appels ou être présent sur les réseaux sociaux. On a eu une adaptation du métier, à la fois pour s'adapter techniquement et adapter la relation d'aide à ces nouveaux canaux. Parce que faire du téléphone, c'est pas répondre à un chat, c'est pas faire du téléphone par écrit, c'est un autre métier. Il a fallu l'apprendre et les écoutants l'ont effectivement réussi à le faire. Et pourquoi
finalement, on essaye de faire de revenir sur en tout cas de faire ce travail de mémoire. Pourquoi c'est important? Parce que je pense que ça donne un sens à notre action dans le présent. Diapo suivante. Merci. Le temps passé est moins un dépôt inerte qu'une énergie fossile. Comme on traite de dinosaures, je pense que parler de fossiles, c'est plutôt pas mal. Et une énergie fossile toujours susceptible de se réactiver. Ce qu'on nomme histoire, c'est se précipiter qu'est l'effectuation du passé dans le présent. L'histoire est l'art de rappeler aux hommes, et aux femmes et aux hommes leur capacité d'agir en société. Et je crois qu'effectivement, voilà, ce n'est pas juste des souvenirs qu'on partage, c'est quelque chose qui nous structure, c'est quelque chose qui nous construit, et c'est quelque chose qui nous permet de continuer à agir et de continuer à faire notre boulot. Moi, je pense que c'est une énergie renouvelable. Moi, j'ai vu arriver de jeunes collègues, je me dis, tiens, il y a du sang neuf, il y a des nouvelles énergies, il y a des nouvelles envies, il y a un nouveau regard là-dessus, ça va nous aider aussi à sortir du regard des boomers que l'on peut porter. En tout cas, on conserve des capacités d'évolution, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, SIDA InfoService, diapo suivante, voilà, qu'est-ce que c'est rapidement, avant que je me fasse tuer par ma collègue? C'est moins de moyens qu'avant, c'est moins de salariés, c'est un service beaucoup moins pléthorique, il y a beaucoup moins de monde. Par contre, on ne fait pas moins de choses, c'est juste que l'on est recentré sur notre mission d'aide à distance, et que l'on le fait finalement avec moins de moyens, mais plus d'agilité et plus de capacité d'adaptation. Voilà, ça repose sur beaucoup moins de monde. On n'a plus que 3 sites, il y en avait 8 à la création de SIDA InfoService. 3 sites en... Non, donnez-moi 2 minutes. On a 3 sites en métropole. Et depuis quelques mois, un nouveau pôle en Guyane. Voilà, on retrouve un pôle en Guyane, et tant mieux. Et on a même effectivement une perspective de développer un service en partenariat à Mayotte. À SIDA InfoService, il y a des administrateurs, des administratrices. Rappelons-le, tout le monde touche un salaire à SIDA InfoService, sauf eux. Ce sont les derniers bénévoles de l'association qui sont engagés, qui y consacrent du temps et qui effectivement définissent le pilotage de l'association, sa stratégie, et qui la mettent en œuvre appuyée sur une direction. C'est important. SIDA InfoService, il n'y a plus d'informaticiens, il n'y a plus de gens qui s'occupent du téléphone en interne. Donc on a des prestataires extérieurs. C'est devenu des canaux invraisemblables. C'est d'une complexité inouïe. On a des sous-traitants, mais ils agissent avec nous comme des... Enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à les considérer comme des partenaires. Parce que je crois que leur engagement, pour que ces services fonctionnent, et parfois c'est obscur, il faut juste rebrancher des tuyaux et paramétrer des serveurs, mais c'est essentiel dans nos boulots et c'est important que ces gens soient là. Il y a des fonctions administratives et des fonctions support. Elles ont parfois été considérées comme subalternes à SIDA InfoService, parce qu'on gérait les finances, la comptabilité, les ressources humaines, les secrétariats, ce n'était pas important par rapport au VIH. Je crois tout le contraire. Ce n'est pas des fonctions qui sont au corps du boulot, mais tout le monde a envie d'avoir un budget, d'avoir un salaire à la fin du mois, d'avoir une comptabilité, des services RH et des secrétaires efficaces. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive à SIDA InfoService sur des fonctions, entre guillemets, techniques, simplement par hasard, ou qu'on y reste par hasard, et qu'on soit moins engagé que quelqu'un qui est derrière un téléphone, c'est important de le rappeler. On a des spécialistes, des médecins, des juristes, parce qu'effectivement, il y a aussi une maîtrise technique de la réponse. Des fonctions d'encadrement et de coordination de l'écoute. Donc j'ai des collègues effectivement qui avec moi coordonnent les équipes. On a une fonction assez particulière d'écoutant référent. Alors ça parlera pas de gens, mais parmi les écoutants, il y a un écoutant ou une écoutante qui est là pour accompagner son équipe au quotidien et organiser l'écoute. C'est des fonctions assez obscures qui sont jamais en fait sur la scène et qui sont absolument essentielles pour que ça fonctionne. Voilà. Et surtout, au cœur de l'activité, il y a des écoutantes et des écoutants qui ont inventé ce métier, qui le font vivre à travers leur expérience de l'écoute, à travers le cadre éthique qui encadre cette mission, qui est fondé sur l'autonomie des personnes et sur le respect. Quelque chose qui est effectivement une fonction qui suppose des adhésions à des espaces de supervision professionnelle, à de l'échange, de la formation, je vous le redis, 6 mois maintenant pour former un écoutant contre 4 jours avant. C'est un métier particulier, difficile à définir et difficile à faire reconnaître. On n'a pas réussi à ce que ce métier entre aux Roms. Alors évidemment, c'est répétitif. C'est des dizaines, des centaines de milliers d'interactions annuelles. C'est un peu, on l'a dit, le service après-vente des fellations. OK. Mais c'est surtout un travail de spécialiste de la relation à l'autre et qui tente effectivement, dans ce fonctionnement industriel de la réponse à plusieurs centaines d'appels par jour, d'apporter du sur-mesure lors de chaque entretien. Et ça, il faut effectivement le rappeler. Je vais faire vite. Ouais. Alors, on a une longue histoire, je vais terminer rapidement, mais est-ce que l'association a un avenir? Et en fait, vous l'avez vu à l'époque, quand on crée un numéro vert, c'est tourné en dérision, c'est un petit peu devenu le synonyme de l'impuissance du politique, le numéro vert. Voilà.
Et j'ai quand même envie de rappeler que oui, à notre époque, l'attention à ce que le sociologue Pierre-Rosan Vallon appelle la particularité souffrante, c'est une valeur cardinale. La relation d'aide et d'écoute, elle s'inscrit dans cette relation-là, c'est-à-dire d'avoir un principe d'organisation sociale et une promesse d'attention à la vulnérabilité des individus. C'est cette attention que nous portons aux personnes qui nous appellent, qui effectivement ne fait pas que de l'individuel, mais effectivement fait du collectif et du social, construit quelque chose qui est plus global. Par ailleurs, le coronavirus, diapo suivante, il faut vraiment que j'accélère. Le coronavirus a interdit toutes les rencontres et les interactions sociales. Les services sont fermés, tout le monde s'est mis à faire du téléphone. Et puis seulement on s'est dit, bah tiens, ouais, là, des distances, ça fonctionne pas mal en fait. C'est utile quand on ne peut pas se voir pour soutenir les gens. Et la DGS nous a associé à ce dispositif qui était effectivement une écoute dans le cadre du Covid pour être à l'écoute des personnes, leur apporter des informations là où il y en avait peu et apporter un soutien face à l'épidémie. Puis enfin, nous allons parler de façon détaillée. Si l'infoservice, de toute façon, a vocation à s'inscrire, le futur de ces services, dans la stratégie nationale de santé sexuelle et va développer effectivement de nouveaux services dans ce champ de la santé publique. Alors la question qui a taraudé un peu les militants que nous sommes, pour certains âgés, c'est de se dire, mais finalement, on va parler de santé sexuelle, est-ce qu'on ne va pas perdre de vue le combat qui nous anime? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas perdre de vue la lutte contre le sida? Diapo suivante. Voilà. Bon, même les boomers ainsi d'Infoservice ont une culture des réseaux sociaux, vous pardonnerez le petit clin d'œil, mais qu'effectivement, si vous voulez bien revenir, voilà. Donc de fait, ouais, est-ce qu'on ne va pas se détourner de notre mission première? Ben, c'est toujours effectivement le terrain, c'est le téléphone qui nous apporte la réponse. Voilà. Diapo suivante, et c'est ma dernière diapo, Emmanuel, promis. Voilà. Ce n'est pas un extrait d'un appel de 1990 ou même avant de la permanence téléphonique. C'est un appel du mois de septembre. Voilà. Je vous laisse le lire. C'est les mots de cette personne. C'est lui qui a dit « avouer mon homosexualité hein, », pas la révéler, pas la dévoiler. Et effectivement, ce que nous dit cet appel, c'est que oui, c'est l'échange qu'il y avait juste après. Malgré les trithérapies, les progrès de la prise en charge, la qualité des soins et la qualité de vie avec le VIH aujourd'hui, il y a l'indétectabilité, il y a le TASP, on lutte contre les discriminations de façon acharnée, et moi je suis désolé de le dire, la fin de l'exceptionnalité du VIH, c'est une chimère encore aujourd'hui. Voilà. Même dans les communautés discriminées, que ce sont la communauté gay, on se discrimine vis-à-vis des séroposes sur Grindr, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Parce que la pathologie demeure un stigmate, malgré des efforts pour la banaliser, et cette lutte contre l'épidémie, elle va rester une priorité. Et même si nous allons travailler dans un cadre plus global de la santé sexuelle, nous n'allons certainement pas oublier cette priorité. Et j'ai un mot de conclusion, si j'arrive à le dire. Il faut comprendre que ça me touche. Ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que nous fournissons jour après jour un service que beaucoup jugent exceptionnel. On est avec toi, Franck. Eliette n'est pas venue et j'arrive à pleurer quand même. Et vous pouvez, chacun à votre place, nous pouvons, mais vous pouvez, oui, chacun à votre place assis d'Infoservice, éprouver un profond sentiment de fierté de ce que nous rendons. Merci à vous.